Bonjour à tous. La bataille des retraites a officiellement commencé. Le gouvernement a annoncé son projet de loi et le mouvement social est en train de s'organiser. Petite vidéo stratégique sur comment la gagner cette bataille et empêcher la bourgeoisie, au moins pour un temps, voire plus, de continuer sa guerre qu'elle nous mène. La première chose qui nous semble important à frustration de bien comprendre, ce sont les motivations du gouvernement. Nous, notre analyse, c'est qu'elles sont de plusieurs ordres. La première est économique. Comme vous le savez, l'argument du gouvernement, c'est nous devons absolument sauver le régime de retraite par répartition qui est menacé de graves déficits à l'horizon 2030. Le Conseil d'orientation des retraites a fait un rapport en septembre 2022 là-dessus. Première leçon à retenir, c'est qu'il n'est pas alarmiste. Et deuxième leçon, c'est que ce déficit se chiffrerait potentiellement, et rien n'est sûr du tout parce qu'il s'agit de projections, au pire à 10 à 12 milliards d'euros. 10 à 12 milliards d'euros, ça semble beaucoup, mais c'est quasi rien. Prenons un autre chiffre pour comparer. 157 milliards, c'est ce que le gouvernement verse chaque année aux entreprises privées, toutes, hein, les petites comme les grosses, comme les groupes, comme les filiales, sous forme d'exonération de cotisations sociales, de crédits d'impôt, d'aides ou de subventions directes. 157 milliards, c'est bien plus que le budget de l'éducation nationale. C'est la première dépense de l'État à l'heure actuelle. Alors, ces 157 milliards, en réalité, ont un rapport avec ces 10 à 12 milliards. C'est que le gouvernement n'a pas du tout l'intention d'aller puiser dans ce qu'il donne aux entreprises privées pour sauver, s'il croit qu'il est nécessaire de le sauver, le régime de retraite. Au contraire, son objectif, c'est d'augmenter les aides aux entreprises privées. C'est ce que Bruno Le Maire disait il y a quelques mois, hein, la réforme des retraites, elle doit servir pour le gouvernement à pouvoir financer d'autres dépenses. Parce que le gouvernement ne cesse de créer des dépenses publiques. C'est le gouvernement des déficits publics. Comme vous voyez, hein, quand il s'agit de soutenir les entreprises privées et en définitive leurs actionnaires, il n'y a pas de dette publique qui tienne. Toujours est-il que le gouvernement compte faire plus que ces 157 milliards par an. Il veut notamment, et il a commencé à le faire, les exonérer de ce qu'ils appellent les impôts de production. C'est un mot forgé par le MEDEF pour désigner des impôts qui, selon eux, impactent la production des entreprises et qui, pour nous, sont juste des impôts que les entreprises ont à payer, comme les entreprises ont à payer des cotisations pour toutes les infrastructures qu'elles entretiennent et pour participer à notre système de solidarité collective. Le gouvernement compte accélérer la charge et c'est pour ça qu'il détricote nos services publics, qu'il détricote nos assurances collectives comme l'assurance chômage notamment. C'est pour pouvoir donner plus aux entreprises pour que les entreprises aient de moins en moins à payer en cotisation et en impôts et que ce soit de plus en plus le contribuable qui paye et l'assuré social qui paye en ayant moins. Ça, c'est la première motivation. Elle est très importante. C'est la feuille de route absolue du gouvernement. La deuxième motivation, elle est d'ordre politique. Là, il s'agit un peu plus de la psychologie de Macron, qui est un chapitre qui nous intéresse pas vraiment, parce que nous, la psychologie de ce pauvre type nous intéresse peu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lui, bon, comme tout chacun sait, hein, il a un énorme ego, et cette réforme, pour lui, c'est une façon de poser le bonhomme qu'il est, et de mener pour sa classe sociale un combat que de nombreux autres n'ont pas réussi à mener. Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo d'Édouard Philippe qui disait on fait ça, ça passe, on fait ça, ça passe, on fait ça, ça passe. Eh bien, Emmanuel Macron veut faire la retraite et que ça passe, et qu'il soit glorifié pour ça, parce qu'il est avant tout le représentant chéri de la classe bourgeoise, et donc doit tenir cet objectif. Et c'est évidemment un challenge personnel pour lui, parce que comme tous ces types intoxiqués à la Startup Nation et au monde des grandes entreprises, eh bien, faire ce genre de défi, réorganiser une entreprise environ la moitié des gens par exemple, eh bien, c'est une source de mérite et de fierté. Et c'est exactement ce qu'il veut nous infliger. Et la troisième raison est d'ordre moral. La bourgeoisie trouve ça très anormal que nous ne passions pas notre vie à trimer. Vraiment, on le voit en ce moment sur les plateaux télé, la succession de ces députés, fils de patrons ou universitaires, qui n'ont jamais tenu un outil de leur vie et qui viennent nous dire de travailler plus longtemps, parce que le travail c'est chouette, c'est ce que disait l'économiste Nicolas Bouzou récemment dans une vidéo. Rappelons quand même que ce type c'est vraiment un idéologue de la classe bourgeoise, hein. Il faut se souvenir que en 2015 il avait été payé par l'entreprise Uber pour dire qu'elle allait créer 100 000 emplois, il a été payé 10 000 euros pour ça, il a même fait la pub dans les médias. Finalement Uber n'a créé que 30 000 emplois très précaires. Toujours est-il que le type n'en est pas à son premier méfait, et désormais il vient nous expliquer que le travail, il faut arrêter d'en avoir une vision
pleine de souffrance et de peine, parce qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les syndicats nous expliquent que travailler plus, c'est catastrophique, que travailler d'ailleurs, c'est catastrophique, que le travail, c'est un scandale, comme si le travail correspondait pas à l'émancipation, la participation à la construction du monde, même parfois à l'épanouissement personnel. Cette espèce de dénigrement du travail en permanence, non. Et usant, ça ne veut pas dire fatigant. Quelques strophes de Robert Lamoureux. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste, c'est le prix d'une journée d'effort et de lutte, c'est le prix d'un labeur. Les bourgeois adorent parler de leur vision enchantée du travail et de l'importance de la valeur travail dans leur vie. Pour eux, il est insupportable qu'on puisse se reposer après une vie de labeur et insupportable que des gens attendent ça, parfois avec impatience quand ils ont un boulot ennuyeux et ou pénible. Donc pour eux, dézinguer la sécurité sociale, c'est un impératif historique. Ils le veulent depuis des décennies, ils le veulent même depuis que la sécurité sociale existe, et l'économiste Nicolas Da Silva montre bien comment, de toute façon, dès les origines de la sécurité sociale, à partir du moment où elle a été lancée, ces mêmes débats pourris avec lesquels on nous matraque la tête avaient déjà lieu. Ce n'est pas finançable, il y a des abus, il y a des fraudeurs, ça déshonore la valeur travail, etc., etc. Donc ce combat politique et moral, la bourgeoisie continue de le mener, tout simplement. Quelle est la stratégie du gouvernement ? Le gouvernement, on sait à peu près comment il fonctionne. La première chose qu'il nous a fait, c'était nous préparer à cette réforme en invoquant tout un tas d'arguments, tous plus fallacieux les uns que les autres. Ça, c'est ce qu'il a fait en ce moment. Et puis, il y a une nouvelle chose qu'il est en train de faire. C'est un peu la deuxième étape. C'est une fois qu'on a montré le point, on montre la main pour la caresse. Et la caresse du gouvernement, ce seraient les mesures sociales qui permettraient d'accompagner, c'est un mot que les bourgeois adorent, cette réforme antisociale. Ces mesures sociales, ce serait par exemple le minimum que touchent les salariés les moins bien payés à la retraite, qui serait monté à 1 200 €. Il y a eu des grosses annonces là-dessus, ça a été relayé par toute une partie de la presse. En réalité, il ne s'agit pas de 1 200 € net, mais de 1 200 € brut. Et ce montant, y ont droit seulement ceux qui ont des carrières complètes. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un tiers des retraités qui touchent ce minimum actuellement, et parmi eux, un tiers seulement ont eu une carrière complète. Eh bien oui, parce que les périodes de chômage font en sorte que vous n'ayez pas de carrière complète. Ce qui fait qu'en réalité, ce serait peut-être une personne sur 9 qui va être réellement concernée par cette mesure sociale. Parmi les autres mesures sociales que le gouvernement annonce pour essayer de montrer qu'il se soucie du bien-être des gens, il le fait certes très maladroitement, mais il le fait, ce serait de dire par exemple que oui, certes, il y a des métiers pénibles, mais que pour ça, il va y avoir des mesures spécifiques d'accompagnement et de prévention de la santé et de la sécurité au travail. Première chose, le gouvernement n'est pas du tout crédible en la matière. Souvenons-nous que la première mesure prise par Macron en 2017, ça a été les ordonnances travail. Dans ces ordonnances travail, il y a eu d'énormes régressions sur le plan de la santé et de la sécurité. Il faut sans cesse le rappeler. La destruction, la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, dans les entreprises privées, font partie de ces mesures. Donc des contre-pouvoirs santé en moins dans les entreprises, et puis notamment la suppression de 4 critères de pénibilité dans le Code du travail. Ces critères de pénibilité permettaient à l'époque de disposer d'un dispositif qui s'appelait le compte professionnel de prévention, qui permettait notamment d'avoir une prise en compte plus importante des risques de son travail pour sa santé et de bénéficier d'une retraite anticipée. Rendez-vous compte que le gouvernement a supprimé de ces critères l'exposition à des risques chimiques, à des substances chimiques, et le port de charges lourdes, pour n'en citer que 2. Donc il n'a aucune crédibilité en la matière. Ça, c'est la stratégie du gouvernement sur le plan des arguments. Ensuite, pour ce qui est de son action, on a déjà un petit aperçu grâce aux mouvements sociaux précédents. Le gouvernement, en bon gouvernement néolibéral, va jouer, et joue déjà d'ailleurs, la scénographie bourgeoise du dialogue social. Donc c'est cette idée qu'on consulte, on négocie en permanence, quand bien même on ne le fait pas du tout. Souvenez-vous, en 2019, pour leur première tentative de réforme, ils avaient mis en place une grande plateforme de consultation en ligne où les citoyens pouvaient s'exprimer. On n'a eu évidemment aucune nouvelle de ce type de consultation, pas plus qu'on a eu de nouvelles des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Mais cette scénographie du dialogue social, elle a besoin d'acteurs, et ces acteurs, ce sont les grandes confédérations syndicales. Ces grandes confédérations syndicales vont continuer à jouer ce jeu-là, parmi lesquelles on peut repérer un acteur essentiel, qui joue toujours le même rôle d'un épisode à l'autre, c'est la CFDT. Les différents leaders de la CFDT, c'est pas pour rien que généralement, après avoir accompli leur base d'œuvre, finissent à la tête d'une agence gouvernementale quelconque.
Leur rôle, en fait, hein, eux, c'est de passer évidemment, et les médias les aident beaucoup pour ça, pour les interlocuteurs crédibles et raisonnables. Généralement, ils font les gros yeux au début, et puis quand le gouvernement lâche un truc absolument sans importance dans son projet de loi, eh bien, ils se rallient aussitôt au gouvernement et reviennent à la table des négociations. On peut tout à fait imaginer que c'est exactement ce que va faire la CFDT, et il faut évidemment s'y préparer. Mais les autres centrales syndicales jouent aussi un rôle. Elles jouent le rôle d'encadrement en faveur d'un mouvement social légitime et respectable pour l'ordre bourgeois, c'est-à-dire des parcours de manifestation qui ne vont pas près des lieux de pouvoir, qui restent loin de l'Élysée, qui restent loin des principales chaînes de médias, qui restent loin des quartiers d'affaires, dans toutes les villes possibles. Cette domestication des masses en colère, le gouvernement compte bien sur les syndicats pour la jouer. Il compte bien sur les grands syndicats pour criminaliser les soi-disant violences qui pourront émailler les manifestations. Et l'autre chose que le gouvernement risque de faire et auquel il faut se préparer, c'est que comme tout bon gouvernement néolibéral, il va tenir sur la durée. Depuis Margaret Thatcher, dans les années 80, ces gouvernements rivalisent d'audace pour tenir face à des mouvements sociaux. Ils sont prêts à tout. Actuellement, au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement, face aux immenses grèves dans les transports, dont d'ailleurs les médias français font très peu d'écho, eh bien, subventionne les entreprises privées ferroviaires pour que leurs actionnaires ne soient pas touchés par la grève qu'ils subissent. Il faut s'imaginer qu'en France, c'est exactement la même chose qui va se passer, comme ce qui s'est passé lors de la grève des raffineurs. Le gouvernement n'hésitera pas à recourir à la force et à la répression pour mettre fin au mouvement, ou s'il continue, simplement, il se taira et tiendra. On a un gouvernement qui compte tenir dans la durée pendant que des gens vont se mettre en grève et perdre des journées de salaire. Il faut donc se préparer à ça. Que faire? Quelle stratégie tenir face à ce gouvernement qui est prêt à tenir dans la durée et qui est prêt à réprimer et à diviser? La première chose à faire, selon nous, c'est ce qui a marché dans toutes ces fois où des mouvements sociaux ont été victorieux. C'est s'éloigner des intérêts et des mots d'ordre des grands syndicats et des partis politiques. Les partis politiques et les grands syndicats sont composés de personnes qui peuvent être très utiles pour la lutte, mais qui, à certains moments, en particulier dans leur milieu dirigeant, ont d'autres intérêts que l'extension du mouvement social, voire sa radicalisation. Parce que les syndicalistes ont des congrès qui arrivent, qui vont décider de leur continuité parmi les sphères dirigeantes des syndicats, tandis que les partis politiques ont des élections intermédiaires qui vont arriver et qui vont décider des rapports de force en interne et de leur capacité à obtenir des postes. La plupart de ces gens croient sincèrement que ce qu'ils font est pour le meilleur, mais il se trouve que l'expérience montre qu'en période de mouvements sociaux, eh bien, ces intérêts peuvent être particulièrement contre-productifs. Un mouvement social qui réussit donc, c'est un mouvement qui réussit à s'émanciper de ces structures préexistantes et qui en reconstitue de nouvelles. Ces nouvelles structures, ça peut être les assemblées générales et les coordinations entre ces assemblées générales. Des assemblées générales à l'échelle des entreprises, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des villages, des administrations, qui rassemblent des personnes qui peuvent être des assurés sociaux, qui ont des intérêts communs, qui peuvent être des salariés, des collègues, des usagers. Et toutes ces personnes décident de façon autonome, dans des formes un peu nouvelles de démocratie, de la conduite à tenir. C'est ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui n'avait pas de leader réellement proclamé, en capacité de décider de la suite. Et ça a considérablement embarrassé le gouvernement et ça leur a fait très peur. Ça, c'est une première chose. Évidemment, l'absence de leader proclamé ou autoproclamé ne veut pas dire absence d'organisation. Et peut-être que les mouvements sociaux, dans ces moments-là, jettent un peu les bases de ce que pourrait être une société organisée différemment. On ne soit pas dépendant d'institutions qui sont capables de poursuivre la mise en œuvre de décisions aussi impopulaires. On ne peut pas dire qu'on vit actuellement dans un système démocratique, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Rappelons que plus de 90% des actifs apparemment sont contre cette réforme, et pourtant le gouvernement compte continuer. Ça peut être un embryon d'organisation sur lequel il faut se pencher. Ensuite, il y a une autre chose qui nous semble importante quand on regarde les mouvements sociaux antérieurs, c'est de ne pas s'en tenir au simple mot d'ordre officiel de défense du régime de retraite. En 1936, par exemple, des grèves à travers tout le pays, avec occupation d'entreprises, ont permis d'aller beaucoup plus loin que les revendications initiales qui étaient celles du gouvernement du Front populaire. Ça veut dire qu'un rapport de force victorieux dans le monde du travail et à travers toute sa société peut aller beaucoup plus loin que le mot d'ordre initial sur lequel il a été lancé. Une chose qui nous semble importante de régler dès maintenant, c'est d'arrêter d'être facilement divisable et divisé sur la question de la violence. Répétons-le tous ensemble et disons-le une bonne fois pour toutes,
La vraie violence, c'est celle qui consiste à faire travailler des carreleurs, des infirmières, des profs, tous ces salariés qui parfois sont à bout de leur travail, ou d'ailleurs qui sont pas forcément à bout et qui aspirent à un repos juste, c'est de les faire travailler 2 ans ou 3 ans de plus. Ça, c'est violent. Ça, c'est violent. Ça va faire des morts. On parle de surmortalité si on décale l'âge de départ à la retraite. C'est de ça dont on parle. Hein. C'est de milliers de gens qui vont mourir plus tôt, sans avoir pu bénéficier de leur retraite, parce que leur santé va être atteinte par leur travail. N'en déplaise au président de la République qui pense qu'il ne faut pas parler de souffrance au travail. C'est ça qui va se passer. C'est ça la vraie violence. La vraie violence, c'est celle qui consiste à passer de force un projet de loi quand 80% de la population est pour. Ça, c'est la violence. La violence, c'est celle qui consiste à blesser les manifestants avec des armes et à faire reculer le droit de manifester. Ça, c'est la vraie violence. Mais la vraie violence, ce n'est pas s'en prendre à la vitrine d'une banque ou la vitrine d'un magasin de luxe ou d'une assurance ou que sais-je, ou même d'un magasin d'automobile. Évidemment que ça va déranger des gens, mais ce n'est rien et ça ne mérite pas, ça ne mérite jamais qu'on soit divisé sur cette question-là. Il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas grave que des vitrines et du mobilier urbain soient cassés. Ne nous divisons pas sur cette question de la violence, pas plus qu'il ne faut d'ailleurs en vouloir à ceux qui préfèrent rester pacifistes pour des raisons qui sont les leurs, notamment leur intégrité physique dans des manifestations qui font de plus en plus peur en raison de l'attitude des forces de l'ordre et de la police au service de la classe dominante. Il faut bien distinguer la démonstration de force du rapport de force. La démonstration de force, c'est ce vers quoi on va actuellement. C'est ce que les syndicats veulent faire. Une démonstration de force, c'est une journée de grève avec beaucoup de grévistes, on fait remonter les taux au niveau national, c'est très très impressionnant, une grosse journée de manifestation, on essaie d'atteindre le million de manifestants dans la rue, si c'est plus, c'est mieux. Et une fois cet objectif, qui ne fait peur à personne, parce que ce n'est pas une situation dans la durée, ça créera une journée difficile dans les transports, une grosse manifestation impressionnante dans des parcours préétablis loin des lieux de pouvoir, les syndicats vont pouvoir, enfin quand je dis les syndicats, ce sont les représentants, plutôt bureaucrates des syndicats, vont pouvoir aller négocier avec le gouvernement. Les représentants des grands partis de gauche vont pouvoir clamer leur indignation et à leur tour essayer d'obtenir un rapport de force au Parlement. Ça, c'est la situation qu'on connaît, la démonstration de force. Mais il faut savoir que l'expérience montre que ce n'est jamais ça qui a fait plier un gouvernement. En 2010, lors de la précédente grosse réforme des retraites sous Sarkozy, on a compté à peu près 3 millions de manifestants dans la rue au plus fort de la mobilisation. Pour autant, le gouvernement n'a pas reculé. Parce que finalement, 3 millions de personnes mécontentes, ce n'est pas grand-chose pour un gouvernement qui a l'habitude de passer en force pour tout. C'était ça du temps de Sarkozy, imaginez du temps de Macron. Combien de millions de manifestants va-t-il falloir atteindre pour pouvoir faire une démonstration de force suffisamment grande pour que le gouvernement se dise « Ah mon Dieu, ils ont raison, nous nous sommes trompés depuis le début ». D'une façon générale, il faut sortir de cette idée qu'il faudrait montrer au gouvernement qu'il a tort, lui montrer qu'il y a beaucoup d'indignation, lui expliquer. Face à nous, on a des gens qui sont sans scrupules. Sans doute qu'ils savent très bien le mal qu'ils nous font, mais comme expliqué pour toutes ces raisons précédentes, ils tiennent absolument à cette réforme. Ils n'ont aucun scrupule. Ils s'appuieront sur tout. De telle sorte que la stratégie des démonstrations de force, ça fonctionnait avant. Ça fonctionnait avec des gouvernements plus fragiles, moins déterminés, un petit peu plus pluralistes. Pas dans la France des années 2020. Ce qu'il nous faut, c'est un rapport de force. Un rapport de force, ça n'implique pas forcément une explosion de violence physique. Quand on parle de rapport de force, c'est de la physique pure. Hein. C'est qu'est-ce qui permet de contrer la force bourgeoise par une force des classes laborieuses. Et pour ça, l'histoire sociale nous enseigne que clairement, la grève est un très bon outil de rapport de force. C'est ce qui, par le passé, a permis d'obtenir le plus de choses, à faire reculer le plus loin possible la bourgeoisie dans ses retranchements. Pour ça, pour qu'une grève fasse reculer la bourgeoisie, il faut qu'elle soit dans la durée. Il faut qu'elle ait l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Il faut qu'elle ait un impact décisif sur l'économie du pays. Ça ne veut pas dire embêter les gens, comme on l'entend souvent, ça veut dire embêter les capitalistes. Ça ne veut pas dire bloquer le pays, ça veut dire empêcher l'économie de tourner et donc l'argent de remonter progressivement aux actionnaires. C'est ça qu'il s'agit de faire dans le rapport de force. Et parmi les modalités du rapport de force, il n'y a pas que la grève. Il y a aussi les manifestations incontrôlées, incontrôlables, imprévisibles. En décembre 2018, si le mouvement des Gilets jaunes a autant retenu l'attention et a aussi fait peur au gouvernement, c'est bien parce qu'il a dévié des itinéraires classiques et qu'il a mis toute une partie de la classe bourgeoise dans ses propres quartiers en grande difficulté.
Ça, c'était une stratégie de rapport de force. C'était pas une stratégie de démonstration de force. D'ailleurs, on n'a jamais comptabilisé le nombre de gilets jaunes dans les manifestations et on s'en portait pas plus mal. Il faut sortir de cette idée qu'on va multiplier les journées et qu'on va mesurer combien on est et qu'on va dire voilà combien on est, maintenant écoutez-nous. Ils ne nous écouteront jamais. Par contre, ils pourront plier. Enfin, la dernière nécessité stratégique dont je voulais vous parler, et qui nous semble particulièrement importante à Frustration Magazine, c'est de ne pas dire que nous voulons sauver le système de retraite. C'est la triste réalité dans laquelle on nous a mis. Nos services publics et nos assurances collectives ont été tellement dégommés, notamment par Macron, mais pas que, également par les socialistes précédemment, également par Sarkozy précédemment, et par tous les bureaucrates qui ont repris en main ces entreprises publiques, ces administrations publiques, ces instances de la sécurité sociale, qui en font que ce sont des systèmes qui n'ont plus rien d'émancipateur, qui parfois même permettent le contrôle social des gens, qui permettent de fliquer, de culpabiliser, de faire se sentir mal et honteux. Je pense particulièrement à l'assurance chômage et à Pôle emploi. Donc dire qu'il faut défendre ce système, ça apparaît de plus en plus hors sol. Nous, on ne pense pas qu'on peut simplement se contenter de dire aux gens, venez tous, allez perdre des journées de salaire, allez dans la rue, dans le froid, affronter la police pour défendre la retraite à 62 ans. La retraite à 62 ans, le système de retraite actuel, il est injuste. Il est cruel pour tout un tas de personnes. Il fait beaucoup de mal. À 62 ans, un tiers des 5% les plus pauvres de la population sont déjà morts. La retraite à 62 ans, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que pour être crédible en tant qu'opposant, et pour être crédible dans le rapport de force, et pour faire venir plus de gens avec nous, il ne faut pas dire qu'on veut sauver le système de retraite. Il faut dire qu'on veut, à minima, un système de retraite à 60 ans. Un système de retraite à 60 ans qui permette également la prise en compte des carrières incomplètes, parce que c'est la réalité du monde du travail dans lequel on vit. C'est à la fois stupide de dire il faut déréguler le droit du travail, il faut être de plus en plus flexible dans sa vie, il faut pouvoir changer de métier en cours de vie, et dire qu'il faut avoir une carrière complète pour bénéficier de ses droits. Non, il faut sortir de cette logique, il faut la retraite à 60 ans pour tous, et éventuellement pour ceux qui veulent continuer, eh bien, ils ont des mécanismes de surcote qui leur permettent de continuer à travailler comme ils le souhaitent. Ça, c'est tout à fait possible, et on n'empêche personne de travailler plus longtemps s'il est en forme, hein, précisons quand même. Mais la défense du rétablissement de la retraite à 60 ans, en plus progressiste qu'elle était et en plus juste pour tous les types de profils, pour les indépendants, un système effectivement universel, c'est-à-dire qui permette à tout le monde de bénéficier du progrès social, ça, c'est la base des revendications qu'on peut avoir. Ensuite, il y a autre chose. Dans un mouvement social, c'est un mouvement de politisation de la population, d'organisation, de discussion. On sort enfin de notre solitude, on subit plus chacun dans son coin. C'est pas non plus comme les périodes électorales où on attend de quelques représentants qui nous sauvent, hein, puisque c'est ça les périodes électorales, on attend de quelqu'un qui nous sauve. Et parfois on le fait à juste titre et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais les mouvements sociaux, c'est des mouvements beaucoup plus riches. C'est des mouvements où on s'auto-organise, ne serait-ce que parce que pour organiser une grève dans son entreprise, dans son administration, pour organiser des réunions publiques dans son quartier, ça demande beaucoup plus d'imagination que simplement distribuer des tracts électoraux et espérer que son candidat vienne. Donc cette période de superpolitisation, eh bien il faut en profiter. Il faut en profiter pour que les classes laborieuses avancent leur pion dans tous les domaines de la vie. Et parmi les domaines de la vie, il y a effectivement faire avancer la sécurité sociale. Se dire qu'après tout, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on veut s'assurer collectivement, on est tellement productif, on a produit tellement de richesses, notre travail est tellement efficace qu'il y a beaucoup mieux à faire, surtout dans un contexte écologique qu'on connaît, que de travailler plus longtemps. Et quand on commence à interroger cette question-là, eh bien ça pose la question de la réduction du temps de travail, ça pose la question de s'assurer collectivement face à d'autres choses, par exemple face à l'alimentation. Essayer de manger mieux collectivement via une sécurité sociale de l'alimentation fait partie des propositions. Ensuite, chacun on va se retrouver avec nos collègues au travail, peut-être dans nos longues heures d'attente sur des piquets de grève, ou en tout cas à discuter de la situation. C'est le moment d'avancer ses pions sur d'autres sujets, par exemple la libération du travail. Si beaucoup d'entre nous attendent la retraite avec impatience, c'est parce que le travail est devenu insupportable. Pas seulement parce qu'il serait intrinsèquement pénible, certes il y a des métiers qui sont intrinsèquement pénibles, et ça ne changera pas, mais parce qu'il est aliéné, parce qu'on travaille pour des gens qui nous traitent mal, qui nous traitent de plus en plus mal, parce que la loi leur permet de nous traiter de plus en plus mal. On fait des boulots qui parfois n'ont plus de sens, parce que le sens principal d'une entreprise capitaliste, c'est de produire de la richesse pour ses actionnaires. Le reste, c'est complètement annexe. Et ça, on le ressent tous, on le vit tous, et c'est le moment d'en parler, et c'est le moment d'avancer. C'est le moment de reprendre notre travail en main. Et il se trouve que les moments de grève sont des moments comme ça.
Parce qu'en arrêtant la production, on se rend compte de la force qu'on a face à son employeur. Et cette force, elle est utile au niveau national pour contrer la réforme des retraites, mais elle est aussi utile au niveau local pour changer la situation. Et ça, si on s'y met tous ensemble, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut avancer. Et c'est propulsif, et ça donne envie de s'y investir. En se battant contre la réforme des retraites, on ne se bat pas seulement pour le rétablissement de la retraite à 62 ans, on se bat pour bien plus que ça. C'est finalement une bataille très importante qui se joue dans la guerre que la bourgeoisie nous mène. Si la bourgeoisie est aussi mobilisée, si elle envoie tous ses éditorialistes pour nous contrer, pour nous dire qu'on a tort d'être inquiet, qu'on a tort de redouter cette réforme, c'est parce qu'elle sait très bien ce qui se joue en ce moment. Et donc il est temps que nous aussi, on le sache, et que grâce à ce mouvement social, on reprenne le dessus dans cette guerre. Et si on gagne cette bataille, beaucoup de choses vont se débloquer. Et ce sera peut-être le début de l'arrêt de la régression et du début de plus de progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent à Frustration Magazine. En un an, on a pu beaucoup grandir. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le travail de Frustration, si vous aimez nos positions et notre franc-parler, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en souscrivant à un abonnement mensuel ou en faisant un don unique. Et puis vous pouvez également commander notre numéro annuel papier sur notre site, dont le titre est « Ce qu'il nous faut, c'est une bonne révolution », ou en librairie. Merci et à bientôt, et bonne lutte.